Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Bonjour à tous, mes très chers amis, salut à tous et bienvenue sur Ruralhammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Un podcast qui ne vous offre pas grand-chose par les temps qui courent, car l'intégralité de mon temps libre est dédiée à la peinture de mon projet Iron Warrior. Cependant, je suis en train d'en voir le bout et vous n'imaginez pas la satisfaction que cela représente. Satisfaction que l'on va fêter ensemble avec la résurgence d'une rubrique que l'on n'avait plus vue depuis un petit moment, El Famoso Faction Focus. Un Faction Focus que je vais faire tout seul comme un grand cette fois, parce qu'on va parler d'une race xéno de la galaxie de Warhammer 40 000 qui me trotte dans la tête, enfin qui me hante, ce sera plutôt le terme exact, depuis une bonne trentaine d'années. Donc ça me fait rêver depuis toujours, les Eldar. Ça fait 30 ans, j'ai découvert ça il y a fort longtemps, et du coup, dans la foulée, je serais absolument ravi de faire de cette armée mon énorme projet 2026. Donc, revenons tous ensemble aux sources de ce qu'est l'Empire Eldar, la race Eldar. Donc oui, maintenant on dit Aeldari, mais honnêtement, c'est un pas que je n'ai jamais été foutu de franchir. Pour moi, les Eldar, ça reste les Eldar. Ils ont redécoupé cette faction en plusieurs branches qui ont eu toutes leur petite appellation d'origine contrôlée: Azuriani, Aeldari, Inari, Drukhari et blablabla. Bon, je n'ai jamais su me défaire du terme Eldar, tout comme je n'ai jamais su me défaire du terme Archonte. Certains vieux réflexes ont la vie très dure, surtout lorsque ça touche à quelque chose que l'on aime. Et si je devais revenir à ce que fut ma découverte des Eldar, je devais avoir 11 ans. Ouais, je devais avoir 11 ans. Et ça a été tout simplement un des premiers contacts de Warhammer 40 000 que j'ai eu en dur. Par en dur, je veux dire avoir des figurines dans mes mains. Donc c'était une époque où j'avais encore tout à découvrir. Je farfouinais, je me faisais prêter des codex, des livres d'armée, que ce soit Battle ou 40K, j'étais en train de tout découvrir en même temps. C'était une période absolument foisonnante où on bouffait du White Dwarf jusqu'à l'indigestion. Mais du coup, à l'époque, je rendais visite à mon premier copain de hobby, l'ami Gospel, que je salue au passage. Et je me rappelle, je vais chez lui, il avait sa petite vitrine en bois toute mignonne. Donc lui, il peignait pas mal de morts vivants. D'ailleurs, il peignait les zombies un par un. C'était assez impressionnant. Il avait un énorme niveau à l'époque. Je me souviens, putain, il était doué quoi. Et il avait des Eldar. Et à l'époque, je n'en avais absolument jamais entendu parler. Et dans cette vitrine, je vois toute une petite farandole de guerriers en métal, de toutes les couleurs, très bariolés, avec des poses très dynamiques. C'était naturellement des guerriers aspects. Dans la foulée, je découvrais également les figurines de l'Avatar, des gardes fantômes, etc. Honnêtement, dès le début, j'ai eu un coup de cœur total, notamment sur cette gamme de guerriers aspects en métal, les Rangers aussi, j'adorais ça. Honnêtement, à l'époque, je n'en savais rien, mais rétrospectivement, je trouve que ces figurines, qui datent de la V2, elles étaient très, très en avance sur leur temps. Et ça explique peut-être le fait qu'elles aient duré aussi longtemps, parce que certains de ces modèles, ils ont duré tout ce temps-là. Ils viennent juste d'être actualisés après 30 ans de bons et loyaux services. Et honnêtement, toutes ces figurines de l'époque, je les aime toujours autant. J'en ai encore quelques-unes. J'ai mes Rangers, par exemple, de la V2, que je trouve excellent. Bref, à l'époque, le petit frère Maxou du haut de ses 11 ans, il a complètement flashé là-dessus. Et donc, vous savez comment ça se passe. Après un coup de cœur, on met le doigt
Désolé, on met le doigt dans un engrenage duquel on aura du mal à sortir. Oh là, c'est pas vrai. Allez, celle-là, on la garde. Allez, celle-là, on la garde, on l'assume. Donc, évidemment, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que j'ai tout mangé, quoi. J'ai mangé tout ce que je pouvais trouver sur les Eldar. Et dans la foulée, en fait, de cette découverte, il s'est passé plein de trucs. Il y a eu, notamment, si mes souvenirs sont bons, c'était 1996 ou 17, je peux me gourer, c'était la sortie de la Viper, la fameuse motojet d'appui lourd Viper, qui à l'époque, je me souviens, ça coûtait 130 francs, et tout le monde trouvait ça extrêmement cher. Et à l'époque, ce genre de kit, honnêtement, c'était une révolution parce que, globalement, dans la gamme de l'époque, le modèle type du blindé en plastique, c'était le Rhino. Un Rhino sur lequel ensuite, on achetait des accessoires en métal pour en faire, par exemple, un Razorback, un Whirlwind, etc. Mais à l'époque, honnêtement, les véhicules plastiques de Games, c'était juste des briques avec quelques portes cloutées dessus. La Viper, quand c'est sorti, bien des mâchoires se sont décrochées. C'était un kit qui, dans sa conception, était tout à fait révolutionnaire, en fait, qui poussait beaucoup plus loin ce qui était à l'époque la technique d'injection par moule plastique de Game Workshop, qui était en fait à l'époque en pleine phase de recherche et développement à ce sujet. La Viper, c'est le genre de modèle à partir duquel, en fait, il y a toute une dynastie de figurines qui vont naître. Il y a eu vraiment un avant et un après ça. Et pas bien longtemps après est sorti le Falcon. Putain, lui aussi, je me souviens du prix, c'était 220 francs, autrement dit, à l'époque, waouh, une fortune. Ouais, je me souviens, je me souviens des prix, c'est ouf quand même. Le Falcon, bon, le Falcon, il est encore et toujours là. Honnêtement, il n'a pas pris une ride, ce blindé. Il a connu des variantes par la suite, bien des années plus tard. On a eu le Wave Serpent, le Fire Prism, etc. Mais voilà, Viper plus Falcon, c'était vraiment des énormes pavés dans la mare au sein de la gamme Game Workshop, au sein de la gamme Citadel. Et du coup, il fut un temps où je me suis dit, c'est bon, là, je peux plus reculer. Donc, j'étais déjà à la fois amoureux des Hommes Lézards, des Blood Angel, et je me suis dit, ok, il faut absolument que je fasse une armée Eldar. Et à l'époque, je m'étais engagé sur la voie du vaisseau monde Alétoc via une petite boîte de démarrage très sympa. Là aussi, je me rappelle du prix, ça coûtait 500 francs. À vrai dire, ces boîtes à 500 francs de l'époque qui s'appelaient à l'époque des boîtes de détachement, il me semble, c'était le terme. C'est tout simplement le start collecting. Et quand j'ai repris le hobby, du coup, en 2020, ouais, c'est ça, j'ai été très surpris en fait de voir perdurer ce système de boîtes et j'ai été encore plus surpris de voir que le prix n'avait pas augmenté d'un chouïa. En gros, entre cette époque-là et la reprise du hobby, il s'est déroulé plus de 25 ans. Le prix n'avait pas bougé et l'offre était la même, c'est-à-dire une petite armée dans une boîte. Et donc à l'époque, je m'étais engagé sur la voie du vaisseau monde Alétoc. J'avais un peu réadapté le schéma de couleur. J'étais parti sur un bleu très nocturne. Et j'avais remplacé le jaune par une espèce d'os blanchi façon Deathwing. Voilà, je m'étais fait un petit schéma Alétoc custom. Et du coup, je m'étais bâti une petite force de 1500 points. Ça n'a jamais dépassé ce format-là. C'était une petite armée. Allez, c'était fluff comme j'ai pu. C'est-à-dire qu'à l'époque, Alétoc est connu en fait pour être une espèce de boulevard où se rencontrent en fait à la fois les pirates, les commerçants, les Eldar qui se sont engagés sur la voie de l'errance, les Rangers, en bref, tous les va-nu-pieds, quoi. Alétoc avait un peu cette image de vaisseau monde Woodstock. Bon, j'ai fait comme j'ai pu avec la gamme de figurines telle qu'elle existait à l'époque. Je me souviens que j'avais 2 grandes escouades de Rangers et ensuite, quelques motojets, des gardiens en veux-tu en voilà, 2 Vipers, un Falcon, naturellement, une petite phalange de guerriers fantômes et 2-3 guerriers aspects qui traînaient. Voilà, c'était une petite armée très sympa. Néanmoins, je crois que les guerriers aspects en métal, j'avais fini par tous les acheter au moins une fois. Vous savez, un blister
2-3 figurines, juste pour le plaisir de les peindre. À l'époque, j'adorais les araignées spectrales et les aigles chasseurs. C'était mes petits chouchous. Bref, les Eldar, j'y ai déjà joué. Donc j'y ai joué en V3. Hein. La V2, j'avais le codex, mais je n'avais pas encore joué. J'ai bien joué Eldar en V3. Du coup, bon, je pense que je suis assez légitime pour ce bond dans le temps. Les Eldar, franchement, si on reste tout à fait objectif en termes de lore, c'est tout simplement la faction qui m'a toujours fait le plus rêver. Donc je suis vraiment devenu un croyant en la voie de l'Eldar. Et comme tout croyant, eh bien, j'ai le petit bouquin qui va avec, avec tous les dogmes dedans. Ce bouquin, eh bien, c'est le Codex V2. Donc Codex V2, dans lequel je me suis replongé avec plaisir pour préparer cette émission. Et que dire, honnêtement, c'est un bouquin que j'ai lu des milliers de fois quand j'étais môme. Tout est incroyable, la couverture est incroyable. Bon, de toute façon, voilà, il suffit de lire le casting. Codex Eldar, écrit par Rick Priestley, couverture Geoff Taylor, illustration John Blanche, Wayne England, Jess Goodwin et Mark Gibbons. Bon, voilà. En plus de ça, les nouvelles sont signées de Bill King et honnêtement, toutes les petites nouvelles de ce bouquin sont d'un très très haut niveau. Ça fait plaisir. De toute façon, vous ouvrez le machin, page 4, voilà, vous avez l'avatar de Mark Gibbons en grand, en énorme planche, c'est de toute beauté, et illustration qui, une fois de plus, a servi de référence pour la refonte de la figurine telle qu'elle est sortie durant la V9. Bon voilà, là dès la page 4, en fait, on sait que ça va tuer, et effectivement ça tue. Tout est bien. En fait, parfois on a l'impression qu'on idéalise un peu ces vieux codex, vous savez, avec ce délire un peu old hammer et tout. En vérité, donc c'est clair qu'en fait il y a une partie de l'amour qu'on porte à ces ouvrages parce qu'ils viennent tout simplement de l'enfance. Mais là en fait, vu que je m'étais pas replongé là-dedans depuis une éternité, j'ai pris un peu le parti de l'analyser à froid, quoi. En gros, qu'est-ce que ça m'offre en termes de lore, ce truc? Bah à vrai dire, pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de pages de lore dans ce type de codex. Par contre, il y a un truc qui change tout, et bien c'est la rédaction, hein, les gars. La rédaction, elle est tout simplement idéale. C'est que, par exemple, voilà, la toile, c'est un truc absolument gigantesque. Bah là, la toile, vous avez une seule et unique colonne de texte, mais par contre, elle vous apprendra tout ce que vous avez besoin d'apprendre. Il y a à la fois une certaine élégance dans le style et surtout, en fait, un bel effort de synthèse, quoi. Une synthèse qui, quelque part, n'oublie absolument rien. Et je pense qu'en fait, c'est cette rédaction vraiment impeccable qui m'a peut-être tant envoûté du haut de mes 11-12 ans. C'est... Là, clairement, en fait, si je compare à ce que nous offrent, par exemple, les codex V10, les codex V10 sont quelque part tout autant avares en termes de quantité de lore. Par contre, bah, je trouve qu'ils sont nettement moins bien écrits. Donc voilà, n'est pas Rick Priestley qui veut. Je pense honnêtement que dans tous ces vieux codex, moi, mes chouchous, voilà, c'est Ange de la Mort, Eldar, par exemple. Tous ces codex, en vérité, jouissaient réellement d'une vraie qualité d'écriture, chose qui maintenant semble être un peu oubliée. Honnêtement, il y a des codex V10 que j'ai parcourus, mais en ayant l'impression de lire quelque chose de rédigé par une IA. Hein. Vraiment, c'est un sentiment prédominant. Là, en vrai, dans le texte, vous avez toujours un choix des mots. Les mots, ils ont du poids, quoi. C'est vraiment pas fait à l'arrache. Il y a un vrai effort d'écriture derrière tout ça. Peut-être est-ce cela qui m'avait tant charmé à l'époque. Bon, naturellement, là, la partie photo du codex, bah, c'est un autre délire, hein, parce que on a des Eldar qui ressemblent à des jouets, qui se battent en fait sur des terrains de golf contre des orques, qui sont tous pareils. Néanmoins, bah là, j'ai sous les yeux, par exemple, l'encart dédié au guerrier Aspect. En termes de figurines et de qualité de peinture, bah c'est ce que je vous disais, hein, ce truc, enfin cette gamme, à mon sens, elle était en avance
sur son temps. Il y a beaucoup de Jess Goodwin derrière tout ça, de toute manière, voilà, pareil, n'est pas Jess Goodwin qui veut. Et quand je regarde en fait la refonte intégrale des guerriers aspects, je me dis ok, elle est cool, mais c'est tellement moins novateur que ce qui avait été fait à l'époque, réellement. Donc voilà, le codex Eldar V2, si vous avez moyen de le pécho, n'hésitez surtout pas. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut, à mon sens, en fait, dans le lore Eldar. Pas grand-chose n'a été dit depuis, excepté naturellement la fracture de Bieltan, sur laquelle nous allons revenir. Mais donc voilà, pour résumer, que ce soit dans ce codex ou dans mon esprit, la partie lore de la race Eldari, pour moi, elle est complètement magnétique. On va justement en parler de ce lore. Le lore Eldar, qu'est-ce que c'est ? En une seule ligne, c'est tout simplement l'histoire d'un peuple brisé. Un peuple dont la présence dans la galaxie est désormais infime par rapport à ce que peut être par exemple la déferlante humaine, mais une extrême minorité donc, mais qui va se montrer extrêmement agissante, notamment via les liens étroits qu'il tisse avec des disciplines comme la divination par exemple. L'Eldar, son sport national, ça va être de manipuler les fils du destin. Mais ça reste néanmoins un peuple brisé, un peuple qui n'est plus qu'une infime fraction de ce qu'il a été jadis. En fait, d'office, il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours plu là-dedans. Si je devais, par exemple, établir un top 5 des thématiques de livres que j'ai pu lire, j'ai lu énormément durant toute ma vie. Maintenant, c'est moins le cas parce que je peins beaucoup. Mais honnêtement, s'il y a des livres que j'ai lus beaucoup, eh bien, c'est sur tout ce qui pouvait concerner, par exemple, la chute des empires. C'est mon petit kiff, ça, j'adore lire ce genre de trucs. Comment en fait s'est défait l'Empire romain, voilà, les Étrusques, les Babyloniens, etc. Des chutes d'empires, il y en a eu énormément et ça m'a toujours passionné en fait d'observer dans l'histoire humaine quels sont les symptômes en fait qui précèdent la chute d'une civilisation. Donc on n'a que des grands classiques comme la dégénérescence des élites, la suffisance intellectuelle, la profusion d'esclaves ou la technologie asservissante. Vous me voyez venir, il se trouve qu'en 2025, j'observe ces choses-là absolument partout. Donc, la fin semble toute proche, les amis. Courage. Bon, pour entamer ce lore, on va commencer par quelque part un petit bilan santé de l'Eldar. À quoi ça ressemble un Eldar ? Eh bien, c'est tout simplement un être de forme humanoïde, mais qui n'aura absolument rien à voir avec l'humain. Vraiment, à tous les niveaux, on est sur deux créatures absolument incomparables, si ce n'est un peu sur la forme, parce que l'Eldar, il va ressembler quelque part à un humain plus fin, plus agile, plus élancé, plus rapide également. Son cœur va battre 2 fois plus vite que celui d'un homme. Et ce qui va faire principalement toute la différence avec les Monkeys, c'est sa manière d'être étroitement lié à la sphère psychique et donc au courant du Warp. De ces liens étroits au Warp peuvent naître en fait des facultés très utiles au combat, comme balancer un sort. Mais le résultat de ça, c'est qu'il va ressentir tout 1000 fois plus. En fait, toute forme d'expérience va être ressentie à un niveau très élevé, que ce soit le frisson de la bataille, la beauté d'une œuvre qui va nous impacter. En gros, toutes les émotions vont être ressenties, mais à des échelles complètement différentes de celles de la race humaine. Et quelque part, cette exaltation, du coup, qui est un état permanent chez l'Eldar, va être partie prenante dans sa chute. Donc, si on revient aux origines des Eldar, les Eldar, en fait, sont une création des Anciens. Donc, les Anciens qui ont fait la guerre durant bien longtemps contre l'Empire Nécrontyr, qui devint pour la deuxième guerre céleste l'Empire Nécron. Et à vrai dire, l'Empire Nécron, cette fois appuyé par les Cthans, s'est révélé être si puissant que les Anciens n'ont pas eu d'autre choix que d'appeler du renfort. Et par appeler du renfort, eux, ils en ont plutôt créé. Et donc, ils ont créé 2 races à part entière, les Eldar et les Gorks. Les Gorks qui, en fait, auront vocation à devenir plus tard nos bons vieux
orques. Donc cette seconde guerre céleste, je vais pas en dire plus parce que c'est un pan de l'histoire de Warhammer 40 000 absolument sidérant. C'est quelque chose qui s'étend sur des millions d'années. C'est tout simplement le plus gros conflit qu'a jamais connu la galaxie. L'hérésie d'Horus, à côté, c'est un pet de mouche, hein, véritablement. La seconde guerre céleste, c'est un truc de malade. Et donc les anciens, en fait, ont créé les Eldar pour le combat dans un premier lieu. Et donc là, leur faculté psychique, en fait, elle était tout droit orientée dans ce but-là, c'était faire la guerre. Et à l'époque, les Eldar se montraient absolument terrifiants sur un champ de bataille, car ils manipulaient les courants du Warp pour en fait faire naître des sorts absolument monstrueux. Et donc, à la fin de cette seconde guerre céleste, les anciens sont malheureusement vaincus, les Nécrons partent faire un gros dodo, les Gorks, une fois privés de leur chef, en fait, ils se livrent quelque part. Ils deviennent des Kairas, ils se dispersent un peu partout, ils s'adonnent un peu au pillage, et donc ils deviendront, sur une échelle très longue, les orques. En fait, ils vont un peu dégénérer les Gorks en une espèce beaucoup plus primitive. Du coup, les Eldar, ils se retrouvent tout seuls et ils héritent, bien malgré eux, en fait, de la suprématie galactique. Donc, ils héritent de ça. Ils sont la race la plus évoluée en activité dans la galaxie. Donc, ils héritent d'un empire immense, mais bon, un empire à reconstruire néanmoins. Et surtout, ils héritent d'une autre création des anciens, la fameuse toile. Donc la toile, c'est un véritable trésor, hein. Ça a même été bien plus tard l'objet de quête de l'empereur lui-même qui voulait en fait se l'accaparer pour définitivement libérer l'humanité du Warp. La toile est tout simplement un trésor, c'est un des secrets les mieux gardés de l'univers du jeu, hein, quelque part. Et c'est quelque chose de très... il y a beaucoup de factions qui sont avides en fait de faire main basse sur la toile, d'accéder par exemple au savoir caché dans la bibliothèque interdite, bibliothèque tenue par les Arlequins qui est nichée au fin fond de la toile. La toile, honnêtement, je pourrais faire 1 heure d'émission dessus. En gros, c'est quoi? C'est un réseau. C'est un réseau tout simplement, mais labyrinthique, qui diffère complètement de ce que peut être, par exemple, un réseau humain. Un réseau galactique humain, ça va être des voies, des embranchements et tout. Non, la toile, en fait, si on devait en dresser un plan, ça ressemblerait bien plus à une espèce de nuage, quelque chose de complètement vaporeux et quelque chose où, en fait, pour aller à un endroit, une infinité de routes est possible. Les embranchements et tout, t'oublies, hein, le carrefour à 4 voies, le feu tricolore. Non, dans la toile, on va être quelque part dans quelque chose de beaucoup plus diffus. Et en fait, pour la maîtriser, cette toile, eh bien, seules les hautes autorités Eldar sont à même en fait de prendre des décisions par rapport à la direction à prendre. Donc, les grands prophètes sont les plus à même de faire ça. Eux seuls, dans un vaisseau monde, connaissent en fait la véritable cartographie de la toile, et ainsi que les Arlequins. Les Arlequins, la toile, c'est à la fois leur terrain de jeu, leur piste de danse, et ils y vivent en permanence, ils naviguent en fait en permanence dans la toile. Mais bref, même parmi les vaisseaux mondes Eldar, finalement, bien peu de gens en connaissent les contours. Donc voilà, la toile, c'est un trésor, c'est aux Eldar, et quelque part, malgré leur effectif, mais drastiquement diminué, ils ont toujours cette carte-là en main. C'est un outil, mais extrêmement précieux pour faire la guerre, hein, naturellement. Une force Eldar, elle peut apparaître d'un point A à un point B de la galaxie en quelques minutes. Voilà, ils se libèrent complètement des voyages à travers le Warp. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parfois, en fait, logistiquement, il y a des choses compliquées. Par exemple, dans la toile, vous avez des couloirs qui ne sont pas, par exemple, assez gros pour pouvoir transporter des vaisseaux. Donc de là, en fait, existe une infinité de voies détournées où là, c'est le grand prophète, le GPS, quelque part. Et donc la toile, voilà, elle a 2 caractéristiques principales. C'est qu'elle elle s'affranchit complètement du Warp pour voyager dans la galaxie. Et de 2, elle promet aussi un voyage
quasiment instantané. Là où un voyage humain peut durer en fait parfois des siècles, un voyage Eldar, c'est toujours en un claquement de doigts. Donc avantage stratégique absolument énorme dans ce qu'est la galaxie de Warhammer 40 000. À vrai dire, à mon sens, c'est peut-être l'atout le plus puissant qui puisse exister. Et donc, quand ces Eldar ont hérité de tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont tout simplement joué au créateur. Ils ont littéralement créé des mondes, des systèmes entiers. Ils se sont mis à façonner l'avenir à leur avantage et la technologie était à leur service complet. De plus, martialement parlant, toute résistance était absolument futile. C'était la race la plus évoluée de la galaxie. Sa technologie immense, en fait, naturellement, promettait un armement, mais contre lequel on ne pouvait rien faire. Et à l'époque, eh bien, les mecs, ils étaient entourés de races, mais infiniment plus primitives que eux. Et justement, quand les Gorks se mettaient à les chatouiller, honnêtement, ces Gorks encore très, très désorganisés à l'époque, il n'y avait pas de grands chefs, il n'y avait pas de WAG, etc. Les Eldar n'avaient aucun mal à leur botter les fesses. Et donc là, moi, c'est un pan de lore que j'aime bien. C'est que par exemple, quand vous avez le droit à la description de ce qu'est une planète créée par l'Eldar, c'est tout simplement un paradis sur Terre. C'est un véritable paradis, un véritable Éden, avec une nature mais hyper abondante, toute une biomasse qui s'agite dans une espèce de bienveillance mutuelle. Honnêtement, les Eldar, c'est ça, hein. C'est la finesse, c'est la beauté, c'est l'élévation de l'esprit à travers les arts. C'est essayer en fait de toucher quelque chose de plus grand que soi en créant de la beauté, tout simplement. Donc les mecs, clairement, ils faisaient du broshido. Ils faisaient clairement du broshido. Et moi, j'adore en fait ces tableaux qui sont dépeints là par rapport à ce que furent les mondes Eldar. Et donc, voilà, c'est tout simplement fabuleux. Et donc, pour la création de ces mondes, naturellement, c'est leur exceptionnelle sensibilité, en fait, qui va les amener dans tout ça, qui les amène, en fait, à peaufiner toute la sphère architecturale, qui va les amener, en fait, à atteindre l'excellence dans les arts et la divination, l'exaltation des sens, en un mot, la beauté absolument partout. Bon, vous connaissez la suite. Cette civilisation a connu en fait la chute la plus brutale qu'on ait jamais vue dans la galaxie. C'est quelque chose sur lequel je ne vais pas revenir en longueur de mémoire. J'en avais déjà parlé dans le Faction Focus Drukhari. Voilà, la chute de l'Eldar, c'est tout simplement l'avènement de Slaanesh. Slaanesh, quelque part, qui a été créé à travers les émotions ressenties par les milliards d'Eldar qui peuplaient la galaxie durant des millions d'années. Donc une lente genèse, une lente gestation. Néanmoins, les Eldar, dans leur quête de la beauté, ont fini complètement par arriver à l'hédonisme pur et dur, mais quelque chose qui, sur des millions d'années étalées, a tourné complètement en quelque chose de déviant. Et c'est de cette déviance que Slaanesh est né. Donc je ne vais pas revenir longuement sur cette histoire. Cette histoire, à mon sens, vous la connaissez tous. Aujourd'hui, on va en venir en fait au sujet principal de cette émission, c'est-à-dire les vaisseaux-mondes. Ces fantastiques vaisseaux-mondes. En vrai, qui sont au juste ces Eldar qui ont fui avant que le pire n'arrive ? Parce que pour revenir un peu sur la chronologie, c'est que la race Eldar, durant sa longue chute qui a abouti à la naissance de Slaanesh, certains individus ont senti le vent tourner et se sont dit « Ok, il faut fuir, il faut en finir avec ce mode de vie, il faut aller réinventer notre vie ailleurs. » Et donc, qui étaient ces Eldar qui, du coup, à l'époque, ont construit ces vaisseaux-mondes et ont fui, en fait, la société en déclin. Justement, ces individus, à l'époque, c'était des clairvoyants. Quelque part, on dirait même des lanceurs d'alerte maintenant. Globalement, des sages, des créatures qui ont compris qu'elles allaient devoir lutter contre leur nature profonde et s'engager sur une autre voie, la voie. Ils vont devenir les Azuriani, ils vont s'engager sur une autre voie. Et donc cette voie, c'est à la fois la voie
et la voix de l'Eldar. Qu'est-ce donc que la voix de l'Eldar ? C'est tout simplement une espèce de système de contrôle de leur nature intrinsèque. Un contrôle qu'ils vont exercer principalement via la discipline. Donc ils vont s'engager sur une voie. Sur une même voie, il peut exister différents aspects. En gros, c'est strictement le Bushido, quoi. Sauf que les Eldar, eh bien, ils peuvent vivre des millénaires et du coup, une voie du Bushido, ils ont l'occasion d'en faire plusieurs. Donc parmi ces voies, il y en a plein. Il y a la voie du prophète, il y a la voie du guerrier. Et donc dans cette voie du guerrier, on a moult aspects et autres temples qui s'offrent à nous. Et il y a également la voie des arts, la voie du chant, les chanteurs de moelle spectrale par exemple. Il y a la voie de l'artisanat. Enfin bref, en gros, ils se choisissent un truc et ils vont y aller à fond. Mais prenons un moment en fait pour parler de ce qui moi me fascinait sans doute le plus. C'est quoi au juste un vaisseau monde ? Alors ça, on touche vraiment du doigt un des trucs qui m'a le plus fait rêver dans tout Warhammer 40 000. Ça commence par une petite analyse de l'architecture. La technologie Eldar, donc très évoluée naturellement, elle va reposer entièrement sur la maîtrise de l'énergie psychique et du coup de son application mécanique. Le matériau de base est une espèce de psychoplastique polymorphe que l'on va pouvoir façonner par simple pression mentale. Certains vont même en faire une spécialité, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir en fait modeler les formes par le chant, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chanteurs de moelle spectrale. Non mais t'imagines, le truc, tu construis quelque chose en chantant. C'est merveilleux quand même. Ça doit être d'une beauté fatale, ce truc. Et mais du coup, dans ces vaisseaux mondes qui m'ont toujours fait rêver, la force évocatrice, elle tient peut-être au fait que ça a été très très rarement représenté en illustration. À vrai dire, dans tout le lore que j'ai pu manger sur les Eldar, je pense que le nombre d'illustrations de vaisseaux mondes, ça doit tenir sur les doigts d'une main. Il y en a très très peu, tellement là en fait on touche à un concept qui paraît un petit peu insaisissable. Parce que de base, le simple matériau qui sert à la construction de la chose est complètement chelou, quoi. On a du mal à voir vraiment ce que c'est un psychoplastique polymorphe qui est quelque part une matière vivante que l'on peut façonner par l'esprit, par les mots et par le chant. C'est tout simplement fabuleux tout ça. Bref, tout ça, c'est un petit nom, c'est El Famoso Moelle Spectrale. Donc, elle va être plus semblable à un tissu vivant et chaque vaisseau monde va posséder un squelette de cette moelle spectrale qui va servir de conducteur d'énergie et de communication en plus de représenter quelque part la structure principale du vaisseau un peu à la manière d'une fondation. Et donc, cette structure interne, elle va être animée par des stimuli psychiques qui vont transformer l'énergie qui parcourt en fait ces fibres à la fois en lumière, en carburant et en chaleur. Bref, on est sur une espèce de fondation, mais qui sert à la fois de réseau interne au vaisseau pour l'alimentation de absolument tout. Que ce soit psychique, mécanique, domestique, bref, toute la source d'énergie des Eldar vient de là. Et donc tout ça, ça s'anime tout simplement par la pression mentale, par la psyché. Ce qui fait en fait de chaque vaisseau monde un organisme vivant à part entière. Et le petit squelette dont on vient de parler, il a également un petit nom, c'est le réseau d'infinité. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le réseau d'infinité, ça va être tout simplement, en plus d'être le squelette interne du vaisseau, il va être le réceptacle des âmes Eldar défuntes, qui vont être transférées à partir de leur pierre-esprit sous le dôme de cristal, la fameuse grande salle des prophètes, et va être peu à peu transférée au squelette interne du vaisseau monde. Donc à terme, chaque âme Eldar défunte parcourt le réseau d'infinité et donc la structure du vaisseau monde. Le rituel est plutôt joli en plus, c'est-à-dire que quand un guerrier Eldar meurt,
on récupère sa pierre esprit, on va la planter en fait sous le dôme de cristal et via les chants, via en fait les prières qu'on va faire en hommage à ces morts, eh bien un arbre va se nouer autour de cette pierre esprit, un arbre dont les racines vont finir par atteindre le réseau d'infinité, libérant, transférant quelque part l'âme du disparu de sa pierre esprit jusqu'au squelette du vaisseau. Donc c'est l'occasion pour moi de revenir un peu sur ce qu'est une pierre esprit, naturellement. Donc cette pierre esprit qui orne toutes les armures des guerriers Eldar. Sans cette pierre esprit, en fait, l'âme d'un Eldar, lorsqu'il meurt, il va dans le warp. Vous allez me dire, c'est pareil pour une âme humaine. Par exemple, si je meurs, mon âme va aller tout droit dans le warp. Cependant, la race humaine n'a qu'une relation très étriquée avec le warp. Elle n'entretient pas en fait une relation quasiment charnelle avec les courants psychiques. Un Eldar, quand il meurt, il va rejoindre le warp également, sauf que lui, il sera en toute conscience. Et donc, pour l'éternité, son âme va vagabonder dans le warp et naturellement parmi les royaumes du chaos. Et donc, l'âme d'un Eldar, qui a une relation très étroite avec le psychisme, c'est un mets de premier choix pour toutes les créatures infernales qui peuplent en fait l'immatérium. Donc, nul doute que l'âme d'un Eldar, dès lors qu'elle se perd dans le warp, Slaanesh ne doit pas mettre longtemps avant de la croquer toute crue. Donc sans une pierre esprit, c'est ça qui se passe pour un Eldar et quelque part pour eux, c'est la pire fin qui puisse leur arriver. C'est ce qu'ils refusent, mais ils ne veulent absolument pas que leur âme parte dans le warp. C'est vraiment c'est leur némésis, ce truc. De toute façon, Slaanesh est leur némésis, globalement. Ils veulent absolument y échapper. Et donc, cette technologie-là de pierre-esprit leur a permis de s'en affranchir. Et donc, chaque âme Eldar, quelque part, est gardée précieusement au sein du réseau d'infinité, une fois que sa pierre-esprit est récupérée. Naturellement, pour les malchanceux qui se font péter leur pierre-esprit ou tout simplement qui ont une mort tellement violente, c'est-à-dire absolument désintégrée, quand on désintègre un corps, il y a tout qui part avec, eux, naturellement, n'ont pas cette chance d'être réhabilités au sein de leur vaisseau monde et connaissent un tourment absolument éternel. Mais il y a quelque chose à ajouter par rapport à ces pierres-esprits, c'est que les Eldar peuvent également s'exercer dans ce qu'on appelle la dissociation de l'âme. Un Eldar, une fois qu'il est mort, il va pouvoir placer son âme à plusieurs endroits à la fois. Ce qui fait que ce réseau d'infinité va être mis à contribution pour garnir en fait des exosquelettes. Donc les fameux constructs Eldar, toute la partie en fait des guerriers fantômes qui portent plutôt bien leur nom. Comment ça se passe? En gros, une âme d'un Eldar défunte, elle va pouvoir réintégrer son ancienne pierre esprit en partie, pierre esprit que l'on va pouvoir enchasser dans un exosquelette, donc que ce soit un garde fantôme, un seigneur fantôme ou par exemple un chevalier fantôme si vous disposez sous la main de jumeaux, un vivant et un mort. Ça c'est tout à fait mignon cette histoire-là de pilote de chevalier fantôme. Je ne l'ai appris que récemment. Là, ce genre de détail ne figurait pas dans le codex V2. Donc la dissociation de l'âme, bien ça, un Eldar en est capable. Mais du coup, il va garder une partie de son âme dans le réseau d'infinité et l'autre partie dans la pierre esprit qui va animer cette espèce de pantin qui est l'exosquelette de moelle spectrale d'un garde fantôme. Donc c'est une expérience diminuée, à vrai dire. Ces gardes fantômes, voilà, en termes de règles, etc., ils touchent mal, ils se meuvent lentement. Eh bien, on sait pourquoi. C'est tout simplement parce que l'Eldar qui habite sa pierre esprit n'est là qu'en partie et donc ne peut pas apporter toutes les facultés qui furent les siennes au sein de ce nouvel apparat quelque part. Néanmoins, ce petit détail de lore a changé depuis, on y reviendra. Et au sein de ces vaisseaux, me direz-vous, comment s'organise en fait la société Eldar? Eh bien, elle s'organise de manière très classique par rapport à celle des hommes. Je la trouve même, mais bon là à mon avis, ça n'engage que moi, je la trouve même en fait plutôt très inspirée par la société médiévale. C'est-à-dire les trois ordres, Bellatores, Oratores, Laboratores, respectivement ceux qui combattent, ceux qui prient et ceux qui travaillent. On va retrouver
retrouver ce même genre de découpage dans la société Eldar, qui hérite, à mon sens, bien plus de culture médiévale dans son organisation que la société humaine. La société humaine, elle hérite du fascisme, hein, on va pas le dire autrement. L'Imperium, en termes de hiérarchie, d'organisation de société, on n'est pas en fait sur un modèle aussi vertueux que celui-là. Et quelque part, l'engagement de ces Eldar des vaisseaux mondes sur une voie en particulier va encore, je trouve, faciliter ce découpage en trois ordres principaux. Donc, on va retrouver dans un vaisseau monde toute une partie de citoyens. Donc ça, sur table, c'est ce qu'on va jouer comme étant des gardiens à Eldari. Donc les citoyens, ils peuvent être absolument tout. Ce ne sont des guerriers que lorsqu'il le faut. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est tout simplement le tout venant des vaisseaux mondes, mais c'est dans ces gardiens qu'on va trouver à la fois les artisans, les ingénieurs, tout ce qui va toucher à la maintenance d'un vaisseau monde, les artistes, en bref, à peu près tout le monde. C'est tout simplement la plèbe du coup qui s'incarne en termes de datasheet via les gardiens Eldar. Gardiens Eldar qu'on va retrouver naturellement aux commandes de toutes les machines qu'on va avoir à disposition, à la fois les motojets, les différents tanks, le Falcon, le Wave Serpent, c'est eux également qui vont piloter les marcheurs de combat et animer les plateformes d'armes lourdes. Donc les citoyens Eldar, voilà, laboratores classique. Du côté des bellatores et donc des guerriers, eh bien là naturellement on va trouver la voie du guerrier et ses innombrables temples aspects. Donc là on parle d'un truc pour lequel je pourrais faire encore une fois une émission à part entière, les différents temples aspects, leur exarque, les seigneurs phénix, c'est quelque chose d'assez énorme. Chacun de ces aspects en fait représente une facette de Kaela Menshakain, donc le dieu de la guerre Eldar. Donc vous les connaissez par cœur, hein, ces temples aspects, les scorpions, les aigles chasseurs. Ah oui, ouais, encore un terme dont je ne pourrais jamais me défaire. Qui a choisi épervier voltigeur? Oh là là, mais épervier voltigeur, c'est tellement délirant, quoi. Aigle chasseur, les mecs, ça ne sera jamais autre chose. Bref, les temples aspects, je vais pas en dire plus que ça parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ça très bien. Quelque chose qui est très intéressant quand même dans les temples aspects, ce sont les exarques. Bon, depuis mon codex V2, ils ont mis également les autarques sur le devant. Donc l'autarque, c'est le méga chef. L'exarque, désormais, en fait, il n'est réduit qu'à une espèce de sergent d'escouade qui est à peine incarné en termes de règles. Hein, d'ailleurs, il a juste quelques options d'armement différentes. Mais l'exarque, eh bien, c'est quelque chose qui, dans la culture Eldar, est assez fascinant parce que c'est quelqu'un, du coup, qui va choisir une voie, qui va la perfectionner, qui va en atteindre l'excellence, par exemple, mais ensuite qui va en être absolument prisonnier de cette voie. Un exarque, c'est ça, c'est quelqu'un en fait qui a livré une espèce de jusqu'au boutisme, mais tant et si bien que il doit rester enfermé dans son temple. Enfin, néanmoins, il est quasiment incapable d'en sortir. Et chose plus grave, qui va concerner sa propre mort, il va perdre peu à peu cette faculté justement à la dissociation de l'âme. Il est réellement prisonnier d'une voie, il ne peut plus en sortir, et même après la mort, en fait, il aura du mal à dissocier son âme pour, par exemple, partager à la fois le réseau d'infinité et une pierre esprit. Donc les exarques, c'est quelque chose d'assez fascinant. Les citoyens Eldar, en fait, les contemplent par une espèce de mépris, hein, autant que du respect, à vrai dire. Ils respectent naturellement ce jusqu'au boutisme dont il a pu faire preuve pour aller au bout de la voie, mais quelque part, ils ont du mépris pour l'enfermement qui désormais est le sien. On peut peut-être y voir une espèce de réminiscence de la chute Eldar. Pourquoi la civilisation Eldar a chuté? C'était justement par ce jusqu'au boutisme, jusqu'à se retrouver prisonnier d'une vie qu'on veut mener toujours plus loin, plus fort, plus vite. L'exarque n'est-il pas quelque part une relique des temps passés? Donc, et surtout en fait un rappel à l'ordre. Donc c'est tout à fait intéressant et il y a en fait dans le lore des exarques bien assez de matière pour pouvoir
animer ce que seront vos armées Eldar avec leur petit lore, leur petit nom, etc. C'est tout à fait cool. Et donc l'Autarque, qui a été un ajout postérieur dans le lore Eldar, l'Autarque, lui, c'est quelqu'un qui a accompli plusieurs voies, enfin plusieurs aspects de la voie du guerrier et peut-être jusqu'à les avoir toutes accomplies. Donc, c'est-à-dire que le mec, généralement, il a des milliers d'années au compteur, il a perfectionné à la fois, mais tous les aspects, il a été au-delà de tous les temples du guerrier Eldar. Donc là, on parle vraiment d'un guerrier absolument formidable, et ça s'incarne un petit peu en termes de figurines, parce qu'il va pouvoir, dans son équipement, piocher dans plusieurs équipements. Par exemple, il va pouvoir porter un masque de Banshee, une épée tronçonneuse de scorpion, le tout en portant les ailes des aigles chasseurs. Donc ça, c'est tout à fait cool. Les autarques, je suis plutôt fan. J'aime beaucoup les figues également. Donc là encore, on parle de guerriers exceptionnels. Et de toute manière, les guerriers aspects, dans leur intégralité, ce sont des guerriers exceptionnels. Ce sont véritablement des guerriers d'élite qui choisissent un aspect de la guerre et vont complètement aller au bout de celui-ci. Un dragon de feu, voilà, c'est un tueur de tank. Un aigle chasseur, c'est absolument insaisissable, etc. Donc naturellement, les guerriers aspects, c'est quelque part une armée dans l'armée, c'est tout à fait passionnant et j'aurais bien du mal à dire lequel est mon chouchou parmi tout ça. Je les aime tous autant les uns que les autres. J'adore les Banshees, les faucheurs noirs, pareil, ils peuvent être terrifiants. Bref, les guerriers aspects, c'est un monde à part. Dans cette émission, je ne vais pas vraiment en dire plus, on a bien assez à faire. Et si je continue sur le troisième ordre de la société Eldar, c'est-à-dire ceux qui prient les oratores, bon, ce sont naturellement les grands prophètes, les archontes, les spirites, etc. Ce sont tout simplement les leaders spirituels des vaisseaux mondes, ceux qui vont faire de la divination, ceux qui vont manipuler les fils du destin, ceux qui vont entretenir le dôme de cristal, ceux qui vont également mener leur vaisseau parmi la toile et ceux qui vont gérer les armées de construct, donc qui vont gérer en fait les renforts en moelle spectrale, en exosquelette. Donc ceux qui prient pas réellement. D'ailleurs, l'Eldar a globalement, il a un peu abandonné la religion, l'Eldar, tout simplement parce que son panthéon est mort. Néanmoins, il reste quand même fidèlement attaché à certaines traditions, par la prière, par en fait le récit de chants, finalement de tout le panthéon Eldar qui s'est absolument fait dévaster par Slaanesh. Donc un panthéon très large dans lequel on retrouve plein de Isha, Vol, Azurian, naturellement, le Big Boss, le dieu moqueur, etc. Si vous voulez un récit absolument parfait par rapport au Panthéon Eldar, jetez-vous sur la fameuse vidéo d'Indomitus nommée Le Royaume des Dieux, qui va vous décrire comment Slaanesh part à la rencontre du Panthéon Eldar au sein même de la toile et finit naturellement par tous les détruire. Mais dans ce panthéon, il demeure quand même quelques petits fragments. Et le terme est plutôt bien choisi parce qu'il s'agit réellement de fragments. C'est-à-dire que quand Slaanesh a défait Kaela Mencha Kane, elle n'a pas pu le détruire en intégralité. Kane a tout simplement explosé en une multitude de fragments, des fragments qui se sont perdus dans le warp jusqu'à retrouver les vaisseaux mondes des Eldar ayant échappé à la chute. Ces fragments vont prendre corps dans chacun de ces vaisseaux mondes et vont prendre racine, nourris par le réseau d'infinité, pour former une gigantesque statue de métal. Une statue de métal qui du coup devient étroitement liée à l'architecture même du vaisseau, du coup à la moelle spectrale dont on a parlé, le fameux réseau d'infinité, devenant quelque part le réceptacle des émotions de ses habitants. Et quand les Eldar se préparent à la guerre, lorsque la soif de combat les anime, comme je vous l'ai dit, en fait ils sont toujours dans une forme d'exaltation permanente, donc ils ressentent ça, c'est-à-dire que quand le sang d'un Eldar se met à bouillir, c'est sans commune mesure avec, par exemple, la soif de sang humaine, c'est d'un tout autre ordre. Quand les citoyens d'un vaisseau monde s'animent autour du combat,
le réseau d'infinité va s'animer, va se gorger de leurs pulsions meurtrières et converger vers cette salle où demeure cette statue de métal, cette statue reformée de Kaela Mencha Kane. S'ensuit tout un rituel lorsque la statue va se mettre à s'animer. On va choisir un exarque, donc un prisonnier de la voix du guerrier, pour entrer dans cette salle, naturellement au rythme des musiques, au rythme des chants, une salle qui commence à s'animer en fait d'une chaleur mais intense. Cette chaleur, elle émane de la statue. Kaela Mencha Kane se réincarne sous la forme de cet avatar. Donc, qu'arrive-t-il au jeune roi, donc cet exarque dans cette salle? À vrai dire, on n'en sait trop rien. Nul doute qu'il doit sérieusement morfler. Mais à l'issue du rituel et de la cérémonie, l'avatar de Kane s'anime et hurle. Mais un hurlement en fait qui résonne dans la moindre fibre du réseau d'infinité. Le vaisseau monde entier semble hurler en vérité. Et là, c'est parti. Les Eldar sont galvanisés, la main sanglante, la main qui coule encore du sang de ce grand héros que fut Eldanesh, mais que Kane avait tué. Ça je vous épargne les détails. Mais voilà, tout le vaisseau monde est complètement galvanisé et part à la guerre en compagnie de cet avatar de Kaela Mencha Kane. Donc ça, c'est un demi-dieu que l'on peut incarner sur table. Seulement, il reste un petit truc du Panthéon qui a également échappé à Slaanesh, c'est tout simplement le dieu moqueur. Ce dieu moqueur, par la ruse, il a su échapper à Slaanesh et a rejoint la toile. Et il y vit toujours. Et ça, j'aimerais beaucoup en fait qu'un jour on en entende un petit peu parler de ce dieu moqueur, parce que là on parle d'une entité, mais qui à la fois n'a ni queue ni tête, mais qui d'autre part en fait semble posséder une puissance sans commune mesure, une puissance qui certes ne sera pas martiale comme celle d'un Kane par exemple, mais il sait jouer sur absolument tous les tableaux. C'est un maître de la dissimulation, de la duperie, du rire également. Enfin bref, le dieu moqueur, c'est absolument parfait. Et ça peut être incarné sur table via naturellement une petite troupe d'arlequins. Les arlequins, justement, on va en parler un petit peu assez vite fait, parce que là, on est toujours dans les vaisseaux mondes, quelque part, et la société Eldar n'est pas faite que de vaisseaux mondes, parce qu'on va trouver donc ces arlequins, donc là, en fait, qui ont suivi une seule et unique voie, qui est celle-ci. C'est la voie du spectacle, quelque part. Ce sont des clowns, ce sont des farceurs, mais ce sont également des guerriers, mais sans commune mesure. Ces mecs sont des malades. C'est vraiment les prouesses martiales de guerriers arlequins. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a toujours déçu sur table. Je trouve que ce n'est jamais représenté à la bonne hauteur. Les harlequins, c'est fascinant. C'est tout simplement fascinant. Mais ils ne sont pas les seuls, en fait, à vivre en dehors des vaisseaux mondes. On va trouver d'autres formes d'Eldar. Par exemple, les exodites, donc qui, eux, en fait, à l'image des Azuriani, ont fui la civilisation Eldar avant qu'elle ne chute. Sauf que eux, ils ont colonisé des planètes où ils ont tout simplement regagné des planètes qui ont été créées par leurs aînés. Donc ces fameux Éden dont je vous parlais en début d'émission. Donc les exodites, excellent, ça également, on ne peut que rêver d'avoir un jour des figurines et pourquoi pas un codex qui nous parle de ça. D'ailleurs, les exodites, en fait, il y a beaucoup de choses à dire concernant l'organisation de leur société, mais également la structure de leur monde. Ils ne sont peut-être pas dans des vaisseaux mondes, mais ils ont su recréer une espèce de réseau d'infinité, mais qui cette fois va parcourir le sol. La planète en elle-même, elle va être complètement animée de moelle spectrale. Il va y avoir une espèce de structure interne de planète qui va en faire de cette planète un organisme également quasiment vivant. Donc fascinant également les exodites. En plus, le lien qu'ils entretiennent avec la nature, il est génial. Voilà, donnez-nous ça s'il vous plaît. Mais ce n'est pas fini parce que une autre voie que peut choisir un Eldar, c'est la voie de l'errance. Donc là, le codex V2 a insisté pas mal là-dessus, sur la voie de l'errance, où on va trouver des Eldar qui vont tout simplement parcourir la galaxie sans but, mais qui parfois, par opportunisme ou tout simplement par hasard, vont se retrouver marchand
commerçants, artisans sur d'autres planètes, voire qui vont former des clans sur des mondes humains. Et d'autre part, d'autres vont complètement tomber vers la piraterie et vont devenir des corsaires. Donc ça, ces corsaires, ces figurines, on les a. Bref, vous voyez, en dehors des vaisseaux mondes, il y a quand même toute une autre civilisation alternative Eldar. Donc tout ça, mis bout à bout, ça nous donne un lore, mais riche comme l'enfer, dont je ne fais que gratter la surface, réellement. Je vous ai dit, ne serait-ce que sur les guerriers aspects, il y a moyen de faire 4 heures d'émission. C'est absolument fabuleux. Chacun des seigneurs Phénix a un historique au très très long cours. Mais ce n'est pas fini parce que le lore Eldar, en fait, il a subi, comme celui de l'Imperium, à vrai dire, une grosse modification de lore lors de l'arc narratif nommé Gathering Storm et du coup la fracture de Biel-Tan. Donc là, je dois faire appel à mes souvenirs parce que c'est quelque chose que je n'ai pas lu depuis des années, que je cherche activement d'ailleurs en français. Si vous avez les 3 livres là, Gathering Storm en français, et que vous n'y êtes pas plus attaché que ça, je vous les rachète à tarif réaliste, parce que voilà, c'est devenu rare ces machins-là. N'hésitez pas à me contacter si vous avez ça en stock, ça me rendrait tout à fait heureux. Ou je vous échange la chose contre des figues, parce que des figues, j'en ai tout plein. Bref, le Gathering Storm, fracture de Biel-Tan, donc du coup qui s'inscrit dans un lore assez récent, on est sur moins d'une décennie, et à vrai dire, c'est la dernière fois que le lore a tellement avancé. Bon, c'était tout simplement gigantesque, à la fois la cicatrice Maledictum, la chute de Cadia, la fracture de Biel-Tan et la résurrection de Roboute Guilliman. Bon, c'était un énorme morceau. On ne sait pas vraiment ce que nous réserve le prochain gros morceau de Warhammer 40 000. Je ne sais même pas en fait s'ils arriveront à égaler quelque part cette puissance-là, parce qu'honnêtement, moi à l'époque, j'avais toujours trouvé tout était génial dans Gathering Storm. J'avais vraiment dévoré la chose avec avidité. Donc je vous propose quand même de revenir un petit peu sur cet arc, la fracture de Biel-Tan et ce qu'elle implique concernant le lore Eldar qui s'en est retrouvé pas mal bousculé. Donc là, je fais appel à mes souvenirs, donc soyez tolérants si je commets des petites erreurs. Mais bon, voilà, je veux les relire, ces machins-là, justement. Tout commence en fait par Ined. Ined, c'est le dieu de la mort, Eldar, et notre fameux grand prophète Eldrad Ultran, en fait, ça fait longtemps qu'il entretient des liens avec Ined par la divination et par les visions qu'il reçoit. Et donc, il va tenter de l'éveiller, de procéder à la résurrection d'Ined, le dieu de la mort, via un mécanisme qui pourrait s'apparenter à quelque chose de très occulte pour les Eldar. Je vous épargne les détails, mais en gros, c'est infiniment complexe comme machination. Mais Eldrad, il va tout simplement sacrifier les grands prophètes du dôme de cristal de son vaisseau monde, du coup, Ultwé. Les grands prophètes, quand ils meurent, ils vont se cristalliser et ils vont aller dans une pièce dédiée. C'est une espèce de mausolée quelque part, mais leur psyché est toujours active et elle va être bien plus active justement que celle d'un citoyen Eldar lambda qui parcourt le réseau d'infinité. Eh bien, Eldrad Ultran, il va mettre à disposition de son rituel les grands prophètes Eldar défunts du vaisseau monde d'Ultwé pour pratiquer un rituel visant à la résurrection de Ined, le dieu de la mort. Donc tout ça se passe. Naturellement, l'Imperium vient casser les noix au dernier moment et intervient une team de la Death Watch l'idée par le capitaine Artemis. Et donc, ce rituel, ils vont le perturber. Néanmoins, il sera mené à bien, mais par quelques problèmes d'ordre matériel et logistique, le rituel est mené, mais n'est pas complet. Du coup, on se retrouve avec un simple éveil d'Ined. Ined est éveillé. Cependant, il n'est pas de retour dans le monde matériel. Quelque part, il en est à peu près au même stade que Kaela Menshakain. Il subsiste par fragments. Bien, Ined quand même ouvre l'œil. Et au moment où Ined ouvre l'œil, eh bien, il choisit quelqu'un. Et à l'autre bout de la galaxie, dans les arènes de Komorrag, eh bien, il y a une petite nana là, toute mignonne qui s'appelle Ivren. Ivren, elle a été énormément de choses. Elle a beaucoup de centaines d'années au compteur. Elle fut
corsaire, guerrier aspect et désormais elle combat en tant que Séraste dans les arènes de Comorragh. Et ce jour-là, eh bien c'est la fiesta. Dans cette arène, voilà, nos amis les Drukhari ont jugé utile de faire une espèce de mise à mort de gladiateurs face à une horde de tyrannides, du coup qu'ils ont carrément déversé dans l'arène. Et on parle pas de Termagant, il y a du gros, il y a du Carnifex, il y a du Prince, les mecs ils ont lâché les plus gros cafards. Donc c'est un ballet de combat absolument terrible, hein, voilà, il y a des morts tout le temps. Et donc Yvraine se débrouille très très bien à ce jeu-là. C'est une guerrière hors pair, c'est une succube, hein, elle est exceptionnelle en termes de prouesse martiale, tant et si bien qu'elle s'attire quelque part la rivalité de notre cher l'élite Esperax, qui se met à l'affronter en 1 versus 1 sur les sables de l'arène, le tout en étant toujours entouré de monstruosités tyranniques. Eh bien, l'élite finit par l'emporter et tue Yvraine. Vraiment, froidement, blam, une énorme lame. Je ne me rappelle plus les détails de son exécution, mais c'est au moment pile de sa mort à Yvraine que Ined va ouvrir l'œil et prendre sa première respiration, et il va la choisir. Il va la choisir pour être son émissaire, pour être son oracle, son prophète, quelque part sa représentante parmi la société Eldar. Eh bien, Yvraine s'anime d'une énergie psychique mais intense, énorme. Elle se met à hurler et pas moins de la moitié en fait des spectateurs meurent. Voilà, génocide ambulant. La meuf, elle revient à la vie. Elle est habitée par Ined. Et elle crée tout simplement un vent de terreur terrible. Et là, tout le monde le ressent. Tout le monde ressent la présence d'Ined, le dieu des morts. Donc à partir de là, Yvraine part quelque part en croisade. Elle parvient à s'échapper de Comorragh. Elle est suivie de près par Hasdrubal Elvecht qui ne voit pas ça du tout d'un très bon œil. Et là, quelque part, c'est une espèce de pérégrination au sein de la toile où Yvraine va faire des rencontres et va s'attirer en fait de plus en plus les faveurs des gens dont elle va croiser le chemin. Donc au fur et à mesure, la petite, elle va se monter une véritable armée. Des gens l'ont suivie depuis Comorragh et ils ont été en fait bouche bée devant en fait cette fille qui revient à la vie et hantée par le dieu de la mort des Eldar. Et du coup, ils la suivent de manière très naturelle. Il y a quelque chose de naturel qui se passe en eux. Il faut qu'on la suive. C'est peut-être elle qui a la réponse à l'anéantissement de notre race. Il faut qu'on suive cette fille. Et donc, du coup, dans son chemin, elle va croiser plein de gens, des harlequins, des Drukhari, des coteries et moncules, plein de choses en fait, toutes les factions Eldar existantes, des exodites, des errants, des corsaires, jusqu'à monter une véritable petite armée. Elle va croiser ensuite la route du Vizark, qui va être quelque part son tuteur. Je vous épargne les détails là aussi. Et donc elle se met en quête de ça. Elle veut, elle aussi, faire revenir Ined à la vie parce que Ined serait la seule déité du Panthéon à pouvoir vaincre définitivement Slaanesh. Donc dans ce petit voyage qui est quelque part une petite croisade qui va en fait rencontrer de nombreuses batailles et rallier bien des factions, on a plusieurs types d'affrontements. À un moment ils font face à des coteries des moncules envoyées par Hasdrubal Elvecht himself. Ils vont naturellement rencontrer des démons de Slaanesh. Voilà, il y a pas mal de bastons qui se déroulent dans tout ça. Et tout ça va nous amener sur Bieltan. Bieltan qui est en pleine guerre justement contre ces démons de Slaanesh, suite en fait à un sabotage qui a été opéré par le masque de Slaanesh. Le masque de Slaanesh, c'est tout simplement un ennemi terrible pour les Eldar. Donc on va zapper vite fait le combat, mais en gros le masque de Slaanesh parvient à s'emparer du portail principal de la toile directement relié au vaisseau-monde Bieltan. Donc le vaisseau-monde Bieltan est en guerre. Par ce portail va également passer Skarbrand. Le masque de Slaanesh s'est mis à manipuler Skarbrand et toute sa horde de démons de cornes pour en fait servir ses desseins. Le résultat de tout ça, c'est que Bieltan se fait complètement pirater. Le masque de Slaanesh, ça c'est assez fou dans le lore, ça je m'en souviens très bien, c'est le masque de Slaanesh, dès qu'elle croise le regard d'un Eldar, cet Eldar, il va devenir complètement rallié à Slaanesh. C'est-à-dire qu'il va oublier
toute sa vie d'Azuriani, tout son enseignement qui a consisté à suivre des voies pour s'éloigner de sa nature intrinsèque et potentiellement très violente. En un seul regard, le masque de Slaanesh, les Azuriani, il en fait des alliés. Et du coup, il y a une petite armée qui se forme comme ça au sein même du vaisseau monde de Biel-Tan et ça part complètement dans l'anarchie la plus totale. L'avatar de Kane se réveille et affronte Skarbrand. Le masque de Slaanesh parvient en fait à pirater le réseau d'infinité même. Et là, ça pue. Là, ça pue vraiment parce que la structure interne du vaisseau monde de Biel-Tan devient corrompue et apparemment, il n'y a rien à faire contre ça. Donc, il y a des millions d'âmes Eldar qui vivaient encore, qui habitaient ce circuit d'infinité, qui se font pulvériser. Et là, ça sent vraiment très mauvais. Et Yvraine arrive exactement dans ces conditions-là, des conditions extrêmes, dans lesquelles même il y a le Jainzar, le Seigneur Phénix, qui a été obligé d'intervenir pour finir par vaincre le masque de Slaanesh. Mais Biel-Tan est en perdition totale. Biel-Tan se détruit complètement de l'intérieur et les âmes Eldar, elles se détruisent à un rythme affolant et il faut absolument les sauver. Donc Yvraine arrive dans ces conditions-là. Là, idem, il y a une espèce de rituel qu'elle souhaite mener. Au terme de ce rituel, l'avatar d'Ined prend forme. Donc, ok. Ça prend forme et quelque part, il parvient à préserver le réseau d'infinité du vaisseau monde Biel-Tan de manière à ce qu'on puisse en fait le réhabiliter par la suite. Donc là, c'est vraiment tout un bordel, cette histoire-là. La fracture de Biel-Tan, c'est quand même un très très gros morceau. Mais en tout cas, à son issue, il y a ça. Désormais, il y a le triumvirat d'Ined, à la fois son avatar du dieu de la mort, Yvraine et le Visarque. Et du coup, le vaisseau Biel-Tan, tout a changé pour lui. Parlons justement maintenant des conséquences de cet arc narratif concernant nos vaisseaux-mondes adorés. Donc, Biel-Tan est agonisant, mais néanmoins, il n'est pas perdu. Et quelque chose qui va se passer de très amusant, ça va concerner la partie des constructs, donc toute la partie guerrier fantôme. Eh bien, ces constructs, depuis l'avènement d'Ined, dès lors qu'on met une pierre esprit dans ces exosquelettes, ils sont 100% des Eldar. Leur âme n'est plus dissociée. Les âmes des Eldar qui s'enfuient en fait de ce réseau d'infinité piraté par le masque de Slaanesh vont dans des exosquelettes et ils se réincarnent totalement. Ils sont en pleine possession de leurs moyens, ils sont capables de mouvements beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles, ils ne sont pas encore doués de parole, mais ils savent clairement obéir aux ordres, suivre un plan de bataille, bref, toute cette partie-là a changé. Parmi les petites nouveautés, on a également le retour du vaisseau-monde d'Altanzar, un vaisseau-monde qui était perdu depuis quasiment la chute des Eldar dans l'œil de la terreur. C'est le vaisseau-monde sur lequel est né Moganra, le seigneur phénix des Faucheurs Noirs. Altanzar fait un retour en fait dans cet arc narratif pour venir supporter Yvraine. Et Altanzar, c'est assez ouf, ils ont un look absolument terrible, ils sont livides, ils sont très mal vus en fait par les autres vaisseaux-mondes, tout simplement parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir recueilli en eux un peu du pouvoir de l'étoile à 8 branches, à sillonner l'œil de la terreur durant des millénaires. Voilà, peut-être qu'il s'est passé des trucs pas très cool, mais néanmoins, ils refont surface avec leur look complètement morbide. Ils refont surface et ils rejoignent en fait les rangs de l'armée d'Yvraine qui va désormais porter le nom d'Inari. Donc Inari, Ined, ce sont tout simplement les dévots de Ined, une nouvelle faction à part entière. D'un autre côté, le vaisseau-monde de Ultwé va réunir son conseil dépression pour destituer Eldrad Ultran, parce que Eldrad Ultran, il a quand même détruit en fait tous les grands prophètes en cristal défunts, donc ça c'est pas très bien vu. Donc tant pis, Eldrad du coup rejoint lui aussi l'armée d'Ined, donc l'armée des Inari, et en fait de tout ça point une nouvelle croyance. Et une nouvelle croyance qui a pour but la résurrection totale de Ined. Et donc, la théorie défendue par Yvraine et ses collègues, c'est que pour que Ined prenne tout son potentiel, prenne toute sa grandeur et puisse affronter Slaanesh avec de grosses possibilités de victoire,
pour que Ined reprenne toute son envergure, il faut que tous les Eldar meurent. Lol. Voilà, c'est la théorie. Il faut que tous les Eldar meurent pour que Ined récolte leurs âmes et gagne suffisamment en puissance pour aller affronter Slaanesh. Donc globalement, tout cet arc narratif, il impose un nouveau rapport de la race Eldar par rapport à la mort. Donc ce sont des choses qu'on va pouvoir retrouver sur une table du jeu. Je vous en parlerai plus tard, mais on a un détachement Inari qui est tout à fait passionnant. Et le fait que maintenant ce soit Ined qui récolte les âmes des Eldar pour les mettre à l'abri du Warp, ça change plein de choses. Comme je l'ai dit, ça change par exemple sur les constructs, mais je pense que dans l'avenir, dans le lore, ça pourra changer bien des choses. Je pense qu'en fait, les Eldar, globalement, ils vont énormément monter en puissance. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans les règles. Par exemple, dans les règles, quand vous jouez Inari, que vous êtes entouré par des Eldar qui se mettent à mourir sous le feu ennemi, vous allez gagner en puissance. Je pense que c'est une piste très possible en fait pour l'avenir du lore Eldar. Une race de plus en plus diminuée, une race qui désormais va même courir à sa propre mort, tout simplement parce qu'elle a foi en ce dieu, en Ined. Bref, tout ceci en fait peut donner des pistes très intéressantes. Donc le lore Eldar, je pense que de plus en plus, il va s'orienter vers ça, vers en fait la course à la résurrection d'Ined. Mais bon, c'est vrai que on peut regarder la chose avec un point de vue assez amusé. C'est que pour que ça marche, il faut qu'on meure tous. Il faut que l'intégralité de la race Eldar s'éteigne pour que Ined prenne enfin son envol et triomphe de Slaanesh. Bon, c'est quand même très cool, tout ça, c'est quand même très cool. Moi, honnêtement, la fracture de Bieltan, bon là, je vous ai vraiment décrit ça pêle-mêle, avec des souvenirs un peu vaporeux, mais néanmoins, si vous avez l'occasion de lire la chose, surtout foncez. Je crois qu'il y a Iggy TV également qui en a fait pas mal de petites émissions où il vous déroule tout simplement l'intégralité du lore. Ça peut être tout à fait sympa pour passer les rattrapages. Bon, voilà qui met fin à cette petite, entre guillemets, parenthèse de lore. En tout cas, vous le voyez, c'est d'une richesse infinie. Le lore Eldar, il est fabuleux. Il est fabuleux. Moi, c'est une race vraiment que j'admire de A à Z. C'est une race qui a beaucoup de haters également. À vrai dire, on rejoint un peu le même délire que j'avais pu connaître à l'époque de Warhammer Battle. Il y a deux factions qui polarisent extrêmement les gens, c'est les nains et les elfes. Les Eldar n'y échappent pas, et c'est vrai qu'il y a toujours deux écoles en vérité. Moi, entre les nains et les elfes, ça a toujours été les elfes, mais 10 000 fois. Dédicace à mon pote Fio, qui a choisi l'autre camp. Ville barbare, va. Non, tout ce qui est elfique, j'ai toujours adoré, dans le Seigneur des Anneaux, dans partout en fait, quoi. Tout simplement, c'est l'expression de la beauté. Il y a une certaine grâce, il y a également en fait beaucoup de représentation de la forme féminine. Voilà, le langage elfique, la culture elfique. Voilà, moi je trouve qu'en fait cette transposition qu'a fait Game Workshop dans l'univers du futur, donc des elfes aux Eldar, je trouve que c'est parfait, quoi. Pour moi, c'est vraiment la perfection du lore, cette race-là. L'écriture, elle est dingue, l'histoire, elle est dingue. Tu vois, c'était pas si évident de partir, par exemple, des elfes de la Terre du Milieu et de créer un truc pareil, avec des vaisseaux mondes, avec un panthéon délirant, avec des affrontements entre dieux et demi-dieux, une culture interne à chaque vaisseau monde qui est complètement folle. Enfin, waouh! C'est complètement dingue, quoi. Vraiment, le lore Eldar, pour moi, c'est vraiment la pépite des pépites parmi tout l'univers que Game Workshop a créé. Vraiment, il n'y a pas au-dessus. Mais bon, parlons un peu d'autre chose. On va parler un petit peu désormais de modélisme et de peinture. Côté offre commerciale, donc les Eldar, ça ne vous a pas échappé, ils ont eu droit à pas mal de faveurs lors de cette V10, faisant en fait de cette gamme quelque chose de désormais immensément riche, à laquelle il ne manque presque rien. On va pouvoir noter ça et là juste quelques coups de vieux, comme on dit, que ce soit les marcheurs de combat, les plateformes de tir, les Vengeurs, le Seigneur Fantôme, là, voilà, tout ça, ça doit avoir à peu près 20 ans au compteur.
Tout ça, ouais, c'est ça, hein, de mémoire, c'est début des années 2000, hein, les marcheurs de combat, Seigneur Fantôme, etc. Bref, des trucs qui ont pris quand même un petit coup de vieux, mais pas tant finalement en termes de figurines, plutôt du côté de la modularité. Clairement, quand vous assemblez un Seigneur Fantôme, c'est original, hein, il n'y a pas 36 options. Ouais, les Vengeurs, c'est vrai que, en fait, ils sont à la fois très bien, hein, mais on aimerait tout simplement avoir un kit beaucoup plus modulaire. Donc dans cette gamme, on va trouver également des tanks comme le Falcon qui ont 30 ans au compteur mais qui n'ont pas pris une ride pour autant. Bref, c'est une gamme absolument énorme. La dernière refonte qui venait en fait clôturer l'actualisation des tentes attendues Guerrier Aspect. Voilà, cette actualisation, elle enfonce le clou. On a eu plein de Seigneur Phoenix. Côté véhicule, tout est super. Côté motojet, tout est super. Toute la partie garde fantôme, elle est magnifique aussi, malgré ce seigneur un peu figé. Honnêtement, voilà, la gamme Eldar, c'est des figurines superbes. Il n'y a rien à dire de plus. Ce qu'il manque, moi, à mon sens, ce qui me manque le plus, eh bien, les mecs, c'est le conseil des pressions. Elle est où cette escouade de conseil des pressions? Ils ont fait des choix bizarres. On a une figurine de Grand Prophète à pied, une autre figurine de Grand Prophète à motojet. À vrai dire, c'est un peu léger. Des grands prophètes, en fait, sur les vaisseaux mondes, il y en a beaucoup, en vérité. Ils forment, en fait, des grandes assemblées, hein, des grands conseils. Ça fait chiche en fait, seulement 2 figurines de grands prophètes. Et ils nous ont également sorti un petit kit de Warlock en boîte de 2 figurines. Donc ces 2 figurines, vous pouvez les assembler de manière différente. Allez, pourquoi pas faire 4 figurines un petit peu toutes différentes avec un peu de conversion. Voilà, ça c'est l'offre qui ressemble le plus à ce que pourrait être un conseil dépression, mais c'est trop léger. Moi je veux un véritable conseil dépression et j'en veux un à pied et un autre sur moto, les mecs. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Moi je veux des Warlocks en moto, je veux des Warlocks à pied. Bref, je trouve que s'il y a un truc qui manque dans toute la gamme en figurines Eldar, c'est ça. Après, naturellement, ce qui va manquer, c'est les autres civilisations Eldar. Donc aujourd'hui, c'est une émission Vaisseau Monde, donc on s'en fout. Mais c'est vrai que on a été ravis d'accueillir, par exemple, des Corsaires. On sera encore plus Corsair qui a un kit phénoménal. Alors là, c'est vraiment dans mon all-time top 5 kit plastique. Mais bref, on a eu des Corsaires. On aimerait également avoir des Exodites. On aimerait voir s'étoffer la gamme des Harlequins qui dispose que d'une seule et unique boîte pour toute sa partie infanterie. Tout ça, c'est un peu léger. Mais en tout cas, si on se cantonne au vaisseau monde, bah, tout est parfait, hein. On a une gamme en figurines, mais absolument sidérante. Des gammes alternatives existent, hein, cependant. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on en a vu beaucoup ces dernières années, justement devant l'absence en fait de nouveautés du côté Eldar. Ces guerriers aspect, il y en a certains qui les ont attendus plus de 10 ans, hein. Donc, pas mal de gens en fait s'étaient tournés plutôt que d'aller dans du Finecast. Pas mal de gens s'étaient tournés vers des offres de figurines alternatives. Ces gammes, honnêtement, elles existent. Elles sont même parfois d'une qualité assez excellente, hein, comme chez Artel Miniatures par exemple. Cependant, elles visent toujours un peu à côté en termes de style. On n'est pas vraiment sur des gammes de figurines Game Workshop compatibles, je trouve. Si je prends l'exemple de celles offertes par Artel, on est sur un look un petit peu orientalisant. Alors c'est beau, certes, mais ça dénote un peu avec ce que nous offre Game Workshop dans la gamme Vaisseau Monde. Donc pourquoi pas, hein, j'ai déjà vu des très beaux projets menés avec ce type de figurines, mais après le reste, pas trop de choses à en dire. Il y a Fantasy Cult Miniature qui a fait à peu près tous les guerriers aspect. Si je devais retenir une escouade, eh bien, ce sont les Shadow Spectres, hein. Les spectres d'ombre. Je sais pas comment c'est traduit en français. Ouais, Shadow Spectres. C'était une unité de guerrier aspect qui existait uniquement via Forge World. Là, c'est chez Artel Miniatures. Ils en ont fait une escouade, mais à tomber par terre, qui cette fois, à mon sens, s'intègre merveilleusement bien. Donc, si vous voulez vous faire plaisir avec une escouade de guerrier aspect qui change et des figurines qui changent, c'est là qu'il faut aller. Vraiment, cette escouade, elle est de toute beauté. Néanmoins, à l'heure actuelle des choses, la gamme Games Workshop, elle est tellement cool qu'on aurait bien tort, en vérité, d'aller voir ailleurs, y compris pour des trucs un peu exotiques.
Ouais, voilà, à l'époque, idem, les Rangers, c'était souvent un choix qui était fait pour aller vers des gammes un peu en 3D print. Bah, regardez les Rangers que Game Workshop a fait pendant la V9. Hein. Vous avez une boîte de 5, de quoi faire 2 fois 5 unités totalement différentes, et même des Rangers sur Motojet qui sont à tomber par terre. Donc voilà, là, faut pas trop. Voilà, l'offre est tellement mortelle que j'irai pas voir ailleurs. Et d'ailleurs, cette offre, à mon avis, elle va pas tarder à s'étoffer via la campagne de fin de V10 parce qu'on parle beaucoup du retour du prince Iriel. Et le prince Iriel, eh bien, nul doute qu'il sera accompagné par des Eldar ayant choisi la voie de l'errance. Donc bah, j'ai très hâte. Qu'est-ce que ça va être? Des corsaires, des rangers, pourquoi pas quelques exodites. On parle même également d'un nouveau châssis, la Viper, hein, pourquoi pas. Et on parle également de la possibilité de l'existence des corsaires Eldar comme une seule et unique faction, c'est-à-dire une nouvelle faction disponible pour le jeu. Autant vous dire que là, en tant qu'ancien joueur du vaisseau monde à l'époque, wow, là c'est chaud pour moi, c'est chaud pour moi. Et si on va désormais du côté de la peinture Eldar, bah, la gamme, là on est sur quelque chose qui se place dans un potentiel artistique absolument infini. Parce qu'on va peindre de la moelle spectrale. Et la moelle spectrale, en fait, est indissociable de la beauté telle qu'elle est conceptualisée par les Eldar. La moelle spectrale, c'est ça, en fait. C'est leur manière de créer de la beauté. Donc, autant vous dire qu'en termes de couleurs, il y a moyen de complètement se lâcher. Naturellement, quand on voit les châssis Eldar, ils sont la cible idéale pour un aérographeur, hein, ça c'est clair. Et donc, ouais, naturellement, l'usage de l'aéro, il va être parfait sur les Eldar, mais également l'usage, par exemple, de pochoirs pour découper des runes sur vos vaisseaux, pour découper, en fait, par exemple, les couronnes d'épines hein, du vaisseau monde Bieltan. Tout ça, ça peut se faire via des pochoirs. Le freehand, hein, naturellement, pour les plus chevronnés d'entre vous. Et surtout une palette de couleurs qui potentiellement n'a aucune limite. Et à vrai dire, je vois pas dire quoi que ce soit de plus concernant la peinture Eldar parce qu'on parle de quelque chose dont vous allez pouvoir faire absolument ce que vous voulez. Si je prends un exemple très récent dans la petite communauté Rurale Hammer, eh bien l'ami Zag, bien connu hein, pour sa productivité record. Le mec, il a fait une armée fantôme Eldar, hein, telle que je l'avais théorisé d'ailleurs dans un ancien C'est notre projet. C'était un des premiers. Donc, il a fait une armée fantôme Eldar. Mais absolument terrible, c'est qu'il a complètement joué justement sur ce côté moelle spectrale. C'est-à-dire que ces figurines, il en a fait quelque chose de moelleux. Il a texturé toutes les plaques d'armure pour en faire quelque chose qui ressemble un petit peu à de la cire. C'est dingue. Complètement dingue. Zag, faudrait que tu nous refasses péter les photos de tout ça. Je trouve qu'on ne l'a pas assez vu, cette armée. Elle sera une très bonne illustration pour cette nouvelle émission, d'ailleurs. Je vais te demander ça en loose day, là. Bref, tout ça, enfin voilà, ça c'est un exemple qui montre très bien que à peindre des Eldar, on peut faire absolument ce qu'on veut. Naturellement, une voie royale, c'est de suivre le schéma d'un vaisseau monde existant et de s'y conformer. Et là, en fait, ne serait-ce que dans cette offre en vaisseau monde, mais vous avez un panel de couleurs absolument délirant. Hein. Bieltan, c'est blanc et vert. Seimham, c'est rouge, blanc et noir. Ayandon, c'est jaune avec un peu de bleu. Aletok, c'est bleu avec un peu de jaune. Enfin, Ultwé, c'est hyper dark. Et à partir de là, on peut tout imaginer. Par exemple, le fameux Altanzar. À quoi ça ressemblerait une armée d'Eldar Altanzar? Et là, je commence à ouvrir une porte. Je commence à ouvrir la porte des projets Eldar. Eh bien les mecs, je vous propose d'en faire une émission à part entière. Et mieux que ça, je vais ajouter 2 émissions à part entière à ce Faction Focus Eldar. Normalement, dans un Faction Focus, je parle des règles. Mais là, si je commence à parler des règles Eldar, je vais rajouter 1h30 de plus à l'émission. Donc je préfère faire ça séparément. Donc prochaine émission, Codex Review à Eldari. Et encore une émission d'après, c'est notre projet spécial Eldar où je vais réunir dans une seule et même émission tous les projets Eldar les plus excitants qui soient. Et croyez-moi, j'ai des idées à ce sujet.
Je vous remercie donc pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce Faction Focus qui fait appel à 30 ans de souvenirs, hein, quelque part. Hein, c'est assez drôle d'enregistrer, moi, là, tout seul, une émission Eldar 30 ans après avoir ouvert pour la première fois un codex V2 et mis mes doigts sur des figurines de scorpions en métal. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien. C'est une émission qui a du sens pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillé. Navré d'avoir passé vite fait sur le lore de certains trucs, mais néanmoins, dans les prochaines émissions, on va quand même continuer à parler un petit peu de lore, soyez-en certains. Les mecs, je vous souhaite une très bonne vie, une très bonne peinture, un très bon hobby. Si vous voulez donner quelques cacahuètes à la ruralité, n'hésitez pas par passer par la petite affiliation My Hobby Place, ça me fera bien plaisir pour acheter des pitous et pourquoi pas des Eldar, même si j'en ai déjà beaucoup. Allez les gars, portez-vous bien, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard sur le Discord, en Tupperwarp ou ailleurs. Ciao.